Ce contenu vous est présenté par la Cavale Vision, en partenariat avec Bugman 60, la bière qui mousse autant que les joueurs. Tout commença il y a bien longtemps, sur un champ de bataille dévasté. La mêlée s'était terminée par un bain de sang. Les deux camps, harassés, s'étaient effondrés sur place dans la boue écarlate, sous les croissements sinistres des corbeaux qui volaient en cercle. Nul ne pouvait prétendre à la victoire, et l'épuisement mena les deux armées à déclarer une trêve, le temps que leurs généraux parlementent. Les soldats s'étaient assis ou couchés, à l'endroit même où ils s'étaient battus, trop heureux de jouir d'un court répit. Monk, le chef d'une petite bande d'orques, était accroupi face à son bras droit. Il s'adonnait à leur activité favorite, le lancer de crottes de nez. Après avoir gagné suite à une action spectaculaire, Monk fit signe à son compagnon rabougri de s'en aller. Il s'allongea, se demandant quand ces jacasseries se termineraient, afin que leur joyeux massacre puisse reprendre. Jetant un coup d'œil aux alentours, il sourit intérieurement en apercevant les monticules de cadavres de nains. Les barbus avaient tenu leur baroude d'honneur au fond d'une doline. Au sud de celle-ci se trouvait un dôme argenté étrange. Sans doute les ruines d'un de ces bâtiments datant d'une époque plus pacifique. C'est contre ce dôme que Monk s'était adossé nonchalamment. Lorsqu'il en eut assez de bâiller aux corneilles et que son estomac se mit à protester, il commença à gratter la terre à la recherche d'un gros lombric juteux à se mettre sous la dent. Ses ongles crasseux raclèrent quelque chose de dur et lisse. Il continua de gratter, en vain. Il griffa, tira, sans plus de résultat. Enfin, dépité, il s'appuya de toutes ses forces. L'objet enterré émit un cliquetis, puis un sifflement semblable à un courant d'air. Il s'avéra qu'il s'agissait de la porte d'un édifice antique qui s'était ouverte sur une salle à l'air sec, chargée du poids des âges. En cet instant, Monk aurait pu s'attirer les foudres des lavandières s'il avait porté des chausses. Malgré tout, il osa regarder à l'intérieur de la salle, plongé dans la pénombre. Des armures étranges étaient alignées contre les murs, des mosaïques décoraient le sol, et, au centre, sur un lutrin incrusté de joyaux, trônait un énorme grimoire. Une fois les généraux informés de la mystérieuse découverte de l'orque, ils ajournèrent leur pourparlers stériles afin de s'y intéresser de plus près. Toutefois, étant donné qu'aucun d'eux ne savait lire, ils furent incapables de découvrir quoi que ce soit, en dehors du fait que le bâtiment était visiblement un temple antique. Des messagers furent dépêchés en toute hâte pour tenter désespérément de trouver un érudit qui pourrait leur dévoiler les secrets de ce lieu. Finalement, on dénicha un nain myope qui se targuait d'être un expert en langage ésotérique. On posa le grimoire sous son nez épaté. Le nain s'assit en tailleur et se mit à lire. 3 jours s'écoulèrent, pendant lesquels le nain bougea à peine, au point qu'on le crut mort d'ennui. Finalement, il releva la tête. On érigea une estrade branlante devant le temple argenté afin qu'il puisse révéler ce qu'il avait découvert dans les pages du grimoire. « Ce livre, commença le vieux nain d'une voix tremblante, est un texte religieux, écrit par un groupe de guerriers originaires d'une terre nommée Amorica. Il est dédié au dieu perdu Nufle. Les hauts prêtres des diverses sectes affiliées à cette divinité, appelées Coach, menaient leurs bandes de combattants dans de grandes arènes, où ils devaient essayer d'exterminer leurs adversaires. Cependant, la violence n'était pas gratuite, car elle était soumise à un rituel sacré de la plus haute importance. Un murmure d'étonnement parcourut la foule, alors qu'elle essayait d'appréhender un concept aussi saugrenu. Le nain poursuivit. On gonflait une vessie de porc, qui devait alors être portée ou lancée d'un bout à l'autre de l'arène pour tenter de marquer un point, lorsque la vessie dépassait une ligne délimitant le camp d'une des équipes. La bataille durait un temps limité. À la fin, la secte qui avait marqué le plus de points remportait l'affrontement. Apparemment, il n'était pas obligatoire de mutiler les adversaires pour gagner, même si cette pratique semblait avoir été encouragée par les coachs.
De plus, le livre précise que le nombre sacré de Nufle étant 11, seuls 11 guerriers de chaque camp pouvaient se trouver sur l'arène en même temps. À cet instant, il y eut de l'agitation parmi les rangs de goblinoïdes, tandis que ces derniers retiraient leurs bottes dans une tentative pathétique visant à déterminer à quoi le nombre 11 correspondait. Évidemment, cela dégénéra en pugilat, lorsqu'un des gobelins découvrit qu'il était très amusant de garder ses bottes cloutées aux pieds pour écraser les orteils de ses camarades. Le nain ignora les hurlements de douleur occasionnels et poursuivit. Cependant, cela ne signifie pas qu'une secte ou équipe, ainsi qu'elle était nommée, ne comptait que 11 guerriers. Ces effectifs pouvaient être beaucoup plus importants, tant que le nombre sacré n'était jamais dépassé sur le champ de bataille. Nufle considérait que l'arme d'un guerrier était son corps, c'est pourquoi les armes étaient interdites, mais pas les armures, et il était autorisé de frapper un adversaire à n'importe quel moment. Il est également précisé que l'arène devait être rectangulaire, et 6 dans une vaste cuvette. Tous les regards se tournèrent vers le champ de bataille sur lequel se tenait l'assemblée, et où des vols de corbeaux repus tentaient péniblement de reprendre leur envol, en dépit de leur ventre distendu. « Il me semble, continua le nain en élevant la voix pour capter de nouveau l'attention, que Nufle a été témoin de notre dilemme, et qu'il nous propose une solution pour le résoudre. Je suggère de former une équipe pour chaque camp, afin de régler pour de bon notre différend. » Ce fut d'abord un murmure d'assentissement qui parcourut la foule. Il finit par se muer en vivat, sauf peut-être du côté des gobelins, ces derniers étant toujours absorbés par leur petit jeu. C'est ainsi que fut organisée la première partie de football américain de Nufle. On gonfla une vessie de porc, en dépit des protestations du pauvre Suidé. Les armures du temple furent distribuées à des guerriers de chaque camp. Les équipes s'alignèrent, un chaman vêtu d'une peau de zèbre fraîchement dépecée souffla dans un sifflet et le match débuta. Certes, il n'y avait pas de gazon, pas de ligne de terrain, les règles étaient approximatives et personne ne saurait dire qui remporta le premier match de l'histoire. Ce qui est certain, c'est qu'il fut sanglant et que tout le monde passa un excellent moment. On oublia les raisons de la bataille qui précéda cette rencontre, et les deux armées se dispersèrent, pressées de rapporter la nouvelle de cette découverte dans leur terre natale, dont les tribus se hâtèrent de former leurs équipes. Ceux qui étaient restés pour nettoyer le champ de bataille et dépouiller les cadavres, découvrirent une surface verte étrange sous la boue. Elle arborait des lignes et des symboles. On la dégagea entièrement, ce qui permit de se rendre compte de l'importance de cette découverte. Car c'était là le terrain sacré à l'apparence de grille dont parlait le grimoire. L'érudit nain qui avait adopté le titre de commissaire sacré Roselle, en référence à un des hauts prêtres du livre, déclama une prière à Nufle et se mit en devoir d'organiser le premier meeting des sectes. Son plan grandiose prévoyait de célébrer le plus prestigieux rituel en l'honneur de sa nouvelle divinité, le Blood Bowl. Au cours de sa carrière de commissaire sacré, Roselle restaura l'essentiel des rites originels en l'honneur de Nufle. Dans les recoins du temple, on découvrit des piles de parchemins et de vélins remarquablement préservés, qui fournirent de plus amples détails sur les traditions de ce jeu antique. Des scribes et des sages furent chargés de les traduire et de les retranscrire, jusqu'à ce qu'un imposant corpus de connaissances voie le jour et aide à clarifier les règles du jeu. Rapidement, des parties respectant la limite de temps et les dimensions du terrain furent organisées. Lorsque Roselle mourut, à l'âge vénérable de 196 ans, 16 équipes étaient en compétition à chaque saison, celle-ci terminant par l'épreuve finale du Blood Bowl. Certes, au début il y eut quelques incidents. Les équipes jouaient selon leurs propres règles, et un match en 2399 entre les Dwarf Giants et les Reikland Rivers faillit dégénérer en guerre, quand les deux équipes ne purent s'accorder sur les règles à respecter. Finalement, la NAF trancha avant de publier les règles officielles du jeu en 2409.
L'arrivée de la société de brassage de bière Bloedweser, en tant que sponsor en 2461, acheva la transformation de cette compétition, qui n'a plus changé jusqu'à aujourd'hui. Le successeur de Roselle fut son élève, Jim Thorpe, qui fut lui-même le prédécesseur du tristement célèbre Jörg Elhund. Elhund est connu pour ses nombreuses roublardises, notamment lorsqu'il se rendit compte qu'il faisait beaucoup plus de profit s'il vendait plus de tickets qu'il n'y avait de place dans ses stades. Après quelques déboires, il contacta les diverses guildes de magie, leur demandant de trouver un moyen de retransmettre les images d'un match à l'échelle de tout un continent. Le résultat de toute cette sombre affaire fut l'invention d'un objet, baptisé en hommage à la campagne pour la réhabilitation des arcanes. La Camera, un esprit pris au piège dans une boîte, était forcé de regarder dans une seule direction, le terrain de Blood Bowl. Et ce qu'il voyait pouvait être retransmis par un conclave de magiciens, à l'aide de l'invocation du sort de la Cabal Vision. N'importe qui pouvait s'abonner contre de l'argent, afin que les images soient retransmises dans sa tête. Cette invention connut un succès phénoménal. Quand Elhund vendit les droits à Canal 7 pour la somme princière de 714 pièces d'or, ce fut le début de la surenchère. Les guildes rivales firent des contre-offres. Le cercle d'émission des nécromants acquit les droits à partir du Blood Bowl 10. Toutefois, leur transmission était considérée comme mortellement ennuyeuse. Le service de la boule de cristal qui lui succéda eut plus de succès. Récemment, en 2486, l'association des brillants conjurateurs a remporté la franchise, à l'occasion de son 13e renouvellement, et pour la somme astronomique de 12 millions de pièces d'or. À la fin des années 80, le site originel découvert par Munch était toujours le temple sacré des adorateurs du Blood Bowl. La NAF avait établi son siège dans un vaste complexe juste à côté du site, et y avait fait bâtir le mémorial et le musée du Blood Bowl, à peine 2 années plus tard. Ce bâtiment remarquable présentait une exposition permanente sur l'histoire du Blood Bowl, ainsi que les carrières de ses plus illustres joueurs. La Ligue de la NAF était scrupuleusement organisée. Elle comptait 20 équipes réparties en divisions de 5, s'affrontant pour remporter le tournoi. À ces groupes s'ajoutait un ensemble d'équipes régionales, originaires de toutes les nations et de toutes les races. Chacune organisait ses propres ligues nationales et locales, ses championnats de guildes et ainsi de suite. Depuis son bureau, situé au siège de la NAF, le commissaire Nick Trihorn gérait tous les aspects du jeu, que les matchs se jouaient sur les sommets montagneux du monde ou dans les cavernes les plus profondes. C'est alors que le désastre survint. La saison 88-89 fut un franc succès, et des sommes énormes affluèrent dans les coffres de la NAF. Pendant que se jouait la finale du Blood Bowl 2489 entre les Darkside Cowboys et les Reckland Rivers, Nick, l'intégralité des fonds de la NAF et la plupart des cheerleaders des Darkside Cowboys s'évanouirent dans la nature. Nul ne sait exactement ce qui advient de Nick, mais des rumeurs à propos d'une forteresse montagneuse abritant des donjons voués à la perversion continuent de circuler. Évidemment, la NAF se retrouva dans une grande difficulté. Jusqu'à la fin de l'année 2489, elle fut administrée par une série de personnes incompétentes ou corrompues, ce qui ne fit qu'aggraver les choses. Le début de la saison 89-90 fut un fiasco, et avant la fin de l'année, la NAF fut mise en faillite et jetée en pâture à d'éventuels repreneurs. Suite à l'effondrement de la NAF, les équipes de Blood Bowl se retrouvèrent orphelines. Pour couronner le tout, la majorité d'entre elles étaient dirigées par des coachs au talent financier douteux, si bien que plusieurs se retrouvèrent en banqueroute et furent dissoutes. Près de la moitié des équipes des anciens groupes NFC et AFC disparurent, notamment la célèbre équipe des Asgard Ravens, qui fut forcée de recourir au pillage pour suppléer ses revenus, avant d'être exterminée à la bataille du pont de Slamorth. Les Albion Wanderers, qui abandonnèrent le Blood Bowl, et inventèrent leur propre version du jeu, constituant à taper le ballon avec le pied au lieu de le porter. Les Bright Crusaders, qui étaient si honnêtes qu'ils autorisaient les auditeurs à vérifier leurs registres, ce qui précipita leur perte. Les Nurgle Rotters, qui furent décomposés par la disparition de la NAF, et les Lustria Croakers, qui restèrent Croix en apprenant la nouvelle.
Presque toutes les autres équipes furent forcées de vendre leur stade et de devenir itinérants, voyageant d'une ville à l'autre pour jouer des matchs contre n'importe qui et n'importe quand, afin de se faire un peu d'argent. À la fin de cette première saison, la plupart des équipes avaient toujours leurs poches vides. Par conséquent, au lieu de respecter la trêve estivale, elles se mirent à jouer tout au long de l'année. Pendant ce temps, le réseau Cabalvision tentait tant bien que mal de redresser les courbes d'abonnement en chute libre. Pour la première fois de l'histoire du jeu, il n'y avait pas de championnat de Blood Bowl, et, sans l'enthousiasme généré par ces rencontres, les profits de Cabalvision étaient largement en dessous de ceux escomptés. Afin de redresser la barre, le cercle d'émission des Nécromants s'associa avec Orchidas pour accueillir le premier Open de la Chaos Cup. L'Open de la Chaos Cup était ouverte à toutes les équipes. Les 3 premières semaines consacrées aux qualifications furent confuses. Il revenait aux équipes d'organiser leurs propres matchs, sans le moindre calendrier auquel se référer. Une équipe avait le droit de jouer autant de matchs qu'elle voulait, contre n'importe quel adversaire, mais pas 2 fois le même. Une équipe marquait des points pour chaque victoire. Et à la fin des qualifications, les 4 équipes ayant le plus de points avaient le droit de participer aux demi-finales. Les vainqueurs des demi-finales se rencontraient ensuite pour la finale de la Chaos Cup, avec pour récompense ultime le trophée et surtout une forte somme d'argent. L'événement se révéla extraordinairement populaire. Les qualifications avaient été organisées de cette façon, car ni Orchidas ni le cercle d'émission des Nécromants ne savaient par avance quelle équipe allait se présenter. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas mettre sur pied un calendrier des matchs. Néanmoins, cette méthode plut énormément au public. L'anarchie des qualifications générait un grand nombre de matchs et un enthousiasme sans borne. L'audimat du cercle d'émission des Nécromants explosa, notamment pour la finale entre les Marauders et les Dwarf Giants, qui rivalisaient avec celui du championnat du Blood Bowl de 1489. Ayant observé jalousement le succès de l'Open de la Chaos Cup, l'association des brillants conjurateurs s'associa avec Bloodweather pour accueillir les championnats de Blood Bowl dès l'année 91, selon la même organisation. L'Open de Blood Bowl fut aussi populaire que celui de la Chaos Cup, et bientôt, les réseaux de transmission et les sponsors se battirent pour organiser leurs propres tournois libres. 4 d'entre eux s'établirent rapidement comme les plus importants et les plus attendus de l'année. Ils furent baptisés les tournois majeurs, ou simplement les majeurs. En 2493, le Blood Bowl est très différent du jeu très structuré et organisé méthodiquement par la NAF en 2488. Désormais, les équipes de Blood Bowl voyagent à travers le monde pour jouer. D'une certaine façon, elles s'apparentent plus à des compagnies théâtrales ou à des régiments de mercenaires, voire des deux à la fois, que des équipes de Blood Bowl à l'époque de la NAF. Elles sont suivies par un convoi de serviteurs, de rabatteurs, d'hommes de main, d'organisateurs et de fans. La venue de 2 équipes, à l'occasion d'un match, donne à la ville d'accueil une atmosphère festive, si bien que ce genre d'événement est très attendu par la populace. Les stades sont généralement la propriété de la ville d'accueil, et ont été bien souvent achetés pour une croûte de pain à une équipe mise sur la paille suite au scandale de 2488. Il est rare qu'une équipe de Blood Bowl possède encore son propre stade, mais ce n'est pas impossible. Par exemple, les Loudon Rats sont encore les heureux propriétaires de leur stade. Toutefois, cela est dû à un manque d'acheteurs potentiels pour ce terrain vague pestilentiel et jonché de détritus, et non pas à une quelconque volonté de la part de l'équipe de conserver son bien. Généralement, les équipes sont payées par le propriétaire du stade pour jouer. Les sommes convenues dépendent du nombre de spectateurs prévus, de sa retransmission sur le réseau Cabalvision et de la victoire ou de la défaite de l'équipe. Quant aux tournois, ils ont lieu dans de grandes villes et attirent des dizaines d'équipes, ainsi que des centaines de milliers de supporters. La plupart des grandes équipes participent aux 4 tournois majeurs et prévoient leur itinéraire afin d'arriver sur le lieu de chaque tournoi majeur suffisamment en avance, le temps de s'acclimater. Les tournois majeurs sont suivis par d'innombrables humains, orques, elfes, ogres, nains, trolls, gobelins et halflins, sans compter d'autres espèces plus étranges. Il est difficile de déterminer le nombre exact de spectateurs,
ou même de personnes qui jouent au Blood Bowl en dilettante, tant ce sport est répandu. La rumeur prétend même que sa pratique s'est répandue dans le plan astral et dans les mondes démoniaques, si bien qu'on pourrait voir un jour débarquer des équipes de démons et d'élémentaires dans la ligue de Blood Bowl. Comme le commissaire Trior ne se plaisait à dire, tout peut arriver au Blood Bowl, mon cher. L'histoire lui a donné raison. En dépit du chaos qui semble régner en maître sur le terrain dès que l'arbitre siffle le coup d'envoi, le Blood Bowl est régi par des règles immuables. Certes, un certain nombre d'entre elles sont régulièrement oubliées ou occultées dans le feu de l'action, pourtant il existe bel et bien des équipes qui mettent un point d'honneur à les respecter, en partie. Les Heroes of Law sont réputés pour être si fair-play qu'ils les respectent scrupuleusement. Par conséquent, ils perdent presque toujours, et leurs matchs sont terriblement ennuyeux à regarder. Voici cependant quelques principes de base de ce sport. Si vous voulez en savoir plus, nous vous conseillons le petit guide, illustré sur le sujet, publié par Mutile et tout, intitulé « Génocide, comment jouer au Blood Bowl ». En l'honneur du premier terrain de football de l'histoire, chaque terrain de Blood Bowl doit mesurer 100 pas de long, sur 60 pas de large, avec une zone d'embut de 5 pas en bout de chaque longueur. Le terrain est ensuite divisé en lignes espacées de 5 pas. Toutefois, étant donné que les diverses races ont des jambes plus ou moins longues, la taille d'un terrain peut varier considérablement, même si les proportions restent les mêmes. Il vaut mieux éviter de jouer dans les stades des géants des tempêtes d'Asgard, puisque chacun de leurs pas mesure environ une lieue, et qu'il faut plusieurs jours à un humanoïde pour se rendre d'un banc de touche au centre du terrain. D'un autre côté, jouer dans le stade Alflin de Vert Prairie est un avantage, surtout pour les créatures de la taille d'un troll. Ainsi que le grimoire de Munk l'expliquait, le but du jeu est d'amener le ballon dans la zone d'embut adverse, tandis que l'équipe adverse essaie de vous en empêcher. L'équipe qui parvint à effectuer cette action le plus grand nombre de fois remporte le match. Cela semble trop simple ? Si ça l'était vraiment, les parties seraient beaucoup moins amusantes que ce qu'elles sont en réalité. Dans ce cas, pourquoi un match de Blood Bowl est-il un mélange aussi détonnant d'action, d'émotion et de violence ? Normalement, une partie commence en tirant à pile ou face pour savoir quel camp détient le ballon en début de la partie. Dès cet instant, les équipes ont recours à de la triche, par exemple en achetant l'arbitre, en utilisant une pièce trafiquée ou lestée, en ayant recours à la sorcellerie, ou, plus prosaïquement, en menaçant l'arbitre ou le capitaine adverse. Une ruse encore plus ingénieuse fut employée par équipe des Hobgoblins lors d'un quart de finale il y a quelques années. Ils ignorèrent le lancer en leur défaveur et commencèrent à jouer avec leur propre ballon. Cela fut sans doute la chose la plus intelligente jamais tentée par les Hobgoblins, même si cela ne les empêcha pas d'être menés 2-0 au bout de 8 minutes. Dès qu'un camp a le ballon, la mission des joueurs adverses est de le reprendre. C'est d'ailleurs le principal problème auquel l'arbitre doit faire face, car les joueurs semblent incapables de contrôler leur enthousiasme quand il s'agit de reprendre le ballon, voire quand ils se retrouvent simplement face à un joueur adverse. Ce qui nous amène à évoquer l'arbitre. Ces figures d'autorité au maillot rayé noir et blanc, qui sifflent à tout va, sont les représentants officiels de la NAF sur le terrain, et leur rôle est essentiel. Il est donc fort dommage qu'ils soient tenus en si basse estime par le public, au point qu'en privé, un arbitre préférera souvent dire qu'il est ratier ou videur de peau d'aisance, plutôt que d'avouer son vrai métier. Il y a 50 ans, une partie de Blood Bowl était encadrée par 7 arbitres et juges de ligne. Mais aujourd'hui, on peut s'estimer heureux si 2 d'entre eux sont présents. Le fond du problème, c'est que les arbitres meurent plus vite qu'on ne peut les remplacer. Ils ne portent aucune protection, et comme ce sont souvent d'anciens joueurs sur le déclin, ils ne sont guère de taille à résister aux attentions des joueurs vedettes, tels que Vournur Winkler. Ce dernier avait été surnommé l'arbitricide, car il avait pris l'habitude de célébrer chacun de ses touchdowns en immolant un arbitre. Finalement, il fut lynché par une foule de 80 membres de la guilde de la réglementation de l'arbitrage rigoureux, GRAR, suite à un match particulièrement glorieux.
La corruption est un problème récurrent pour un arbitre. L'attrait d'un pot de vin, s'il ferme les yeux sur les fautes commises par une équipe, est souvent trop forte, sans compter les talents de persuasion des brutes qui viennent lui rendre visite. La corruption est désormais si répandue que la GRAR a établi des tarifs minimums et la plupart des clubs ont signé la charte officielle, s'engageant ainsi à les respecter. Que serait le Blood Bowl sans ces beautés célestes, ces nymphes qui se trémoussent de la Chaos Cup au Dungeon Bowl, les cheerleaders? N'importe quelle équipe peut avoir une baisse de tonus à un moment ou à un autre, et il n'y a rien de tel qu'un chant entraînant entonné par un groupe de jolies filles pour transformer un 2-0 à la mi-temps contre les Loudon Rats en une ode à l'extermination de la vermine dès la seconde mi-temps. Chaque équipe possède sa bande de cheerleaders, qu'il s'agisse des beautés diaphanes des Darkside Cowgirls ou des joviales ragots des Greenfield Gigglers. Même les Nurgle Routers ont des cheerleaders, que vous trouveriez sans doute à votre goût si vous étiez aussi un tas d'immondices ambulants de 6 pieds de haut. La plupart des équipes ont des règles strictes concernant les cheerleaders, notamment au niveau des relations avec les joueurs. Certaines équipes vont jusqu'à proscrire tout contact avec des punitions allant jusqu'à la radiation immédiate. La principale tâche de toute cheerleader sérieuse en dehors du terrain est d'inventer des hymnes inspirés qui galvanisent son équipe. En voici d'ailleurs quelques-uns. On est des orques, ça c'est sûr, on aime gueuler, on est des durs, on va vous bouffer, vous broyer, et après on va tous vous crever. Le monde du Blood Bowl est un endroit sauvage et dangereux, ce qui n'est pas étonnant puisque ses habitants jouent au Blood Bowl pour se détendre. La vie est souvent courte et se termine par une mort violente. Si on considère les similitudes entre ce quotidien et le Blood Bowl, il est normal que ce sport soit devenu aussi populaire. Les gens grandissent au milieu des guerres, dans des forêts sombres peuplées des monstres horribles et étant sans cesse sous la menace d'une épidémie ou d'une maladie incurable. Ce sont donc naturellement de bons joueurs de Blood Bowl, d'autant plus que ce sport leur donne une chance de connaître la gloire et la fortune. Le monde est peuplé d'hommes, de nains, d'elfes et de halflins. Ces créatures civilisées sont nombreuses et leurs cités fortifiées sont majestueuses. Toutefois, le monde abrite aussi des créatures maléfiques qui sont leurs ennemis héréditaires, des orques, des gobelins et les serviteurs du chaos en règle générale. Les montagnes et les forêts sont dangereuses, sans parler des terres septentrionales infestées de trolls. À l'est se trouvent les domaines des nains du chaos démon, et du nord viennent les armées du chaos qui ravagent toutes les régions qu'elles arpentent au nom de leur dieu noir. Le monde est aussi affligé par les pillages des flottes d'elfes noirs ou de morts-vivants des déserts du sud qui débarquent sur les côtes sans crier gare. Considérant le nombre d'inimitiés qui divisent toutes les races, il n'est pas surprenant que les guerres soient fréquentes, alors que les rébellions et les soulèvements peuvent plonger des nations entières dans la guerre civile. Les vendettas et les haines ancestrales sont aussi communes que fermement enracinées. Pourtant, quand deux équipes de Blood Bowl arrivent dans une ville pour jouer, une trêve spéciale est déclarée, jusqu'à ce que le match soit terminé. Cela signifie que quelle que soit la race de l'équipe et ses supporters, et sauf dans le cas d'une guerre totale, rien ne vient contrarier le déroulement d'un match de Blood Bowl. Les orques jouent au Blood Bowl depuis la découverte du jeu. D'ailleurs, ce fut un orque qui trouva le temple où reposait le livre sacré de Nufl. Les équipes d'orques ont beaucoup de punch, et se contentent généralement de cogner leurs adversaires afin de créer des brèches dans leur défense, que les excellents blitzers des orques n'auront plus qu'à exploiter. D'ailleurs, s'il y a quelque chose qu'on peut reprocher aux équipes d'orques, c'est qu'elles passent un peu trop de temps à taper sur les joueurs adverses et pas assez à ramasser le ballon pour aller marquer. Les orques ont toujours respecté la force plus que l'intelligence, et font souvent appel à des orques noirs et à des trolls pour donner un peu plus de poids à leur mêlée. De plus, les orques entretiennent des liens avec les autres peaux vertes, comme les gobelins, si bien qu'il n'est pas rare d'en voir jouer au sein des équipes d'orques. Penchons-nous maintenant sur quelques équipes d'orques célèbres. Les Gugedai.
Au cours de ces dernières années, les Gugedai sont passés du statut d'équipe de second plan à celui de meilleur club de peau verte. Sous la férule du capitaine Varag Gulshiwer, ils ne cessent de s'améliorer, et on peut s'attendre à les voir remporter bientôt d'autres tournois majeurs autres que la Chaos Cup. On peut citer aussi les Orkland Raiders. Les Raiders étaient à l'origine les Severed Heads, mais ils changèrent de nom suite à leur relocalisation à Orkland, à cause de problèmes financiers. Sous l'impulsion de leur coach et ex-bourreau, l'ogre Cruel Eye, les Orkland Raiders ont remporté le premier Open de Blood Bowl et convoitent désormais un second titre. En tant qu'outsider, on pourrait citer les Da Div Squad. Ce petit club qui jouait dans la Ligue des Terres Arides progressa suffisamment pour se lancer dans le vaste océan des tournois majeurs. Au cours de leur première saison, ils furent battus à plat de couture par toutes les équipes qu'ils rencontrèrent, mais ils ne se laissèrent pas abattre. Ils recrutèrent pas moins de 4 orques noirs, un bloqueur troll et la star Fungus de Loon, devenant ainsi une équipe jouissant d'un gros potentiel. Les humains sont les joueurs de Blood Bowl les plus polyvalents qui soient. Certes, ils n'ont pas la force brute des orques, l'agilité des hauts elfes, la robustesse des nains, la cruauté des elfes noirs, ou la rapidité des Skaven, mais ils ne souffrent pas des faiblesses inhérentes à toutes ces races. Il n'est donc pas étonnant que plus de la moitié des joueurs de Blood Bowl soient des humains. Si on compte dans le total les squelettes, les ghouls et les vampires des équipes de morts-vivants et les mutants des équipes du chaos. Comme les humains sont omniprésents dans le Blood Bowl, on peut citer quelques-unes de leurs équipes. Comme les Bright Crusaders. Les Crusaders pourraient être une excellente équipe de Blood Bowl s'ils ne souffraient pas d'un grave défaut. Ils ne trichent jamais. Pendant que les autres équipes préparent le match en versant des pots de vin à l'arbitre, les Crusaders jouent des matchs de charité. Tant qu'ils n'auront pas appris à faire des coups fourrés, ils ne gagneront jamais aucun tournoi. Nous pouvons aussi citer les Marauders. Autrefois appelée Middenheim's Marauders, cette équipe changea de nom quand elle fut forcée de vendre son stade et de devenir itinérante, suite au scandale de la NAF en 2489. Beaucoup disent que cela fut un mal pour un bien, et on ne peut nier que les Marauders sont une des meilleures équipes de Blood Bowl actuelles. Leur revanche contre leurs grands rivaux des Reckland Rivers, qui les vainquirent au Blood Bowl 31, est très attendue par les fans du Blood Bowl du monde entier, et même au-delà. Comment ne pas citer les Reckland Rivers? Les Rivers sont l'équipe la plus affûtée et la plus polyvalente qui soit. Et aucun autre club n'a pour l'instant réussi à les égaler. 4 trophées de Blood Bowl, 19 fois vainqueurs de la Chaos Cup. Menée par le capitaine Blitzer Griff Oberwald, l'équipe ne cesse d'accumuler les succès. On peut aussi citer les Vanheim Valkyries. Pour être franc, les Valkyries sont un ramassis de lunatiques ultra-violents, car ce sont des berserkers, des adorateurs d'une religion de Norska, qui plongent dans une relation frénétique démentielle, qui, heureusement, ne dure généralement que le temps du match. Si elles se plongent au-delà, leurs fans sont avisés de ne demander aucun autographe. Et finalement, nous citerons les Evil Gits, une équipe cruelle composée de joueurs humains malveillants, même si elle aligne à l'occasion des hobgoblins, des orques méchants, des elfes noirs sadiques, ou toute race suffisamment méchante. Les guides se sont suivis par un cortège de fans, le club non officiel des supporters des Evil Gits, qui sont encore plus méchants que la méchante équipe qu'ils soutiennent. Pour finir cette petite rétrospective sur ce qu'est le Blood Bowl, nous pourrions par exemple décortiquer le profil de certains joueurs stars. Commençons par Morgen Togr, dit l'Onagre. Il est d'un âge inconnu, une taille de 2,58 m et 278 kg. De sa carrière, il aura marqué 42 touchdowns en passe, 43 touchdowns en course, 512 tués ou blessés graves. En dépit de leurs rites étranges, nimbés de sorcellerie, les Chaos All-Stars sont très populaires. Cela est dû en grande partie à leur énorme bloqueur ogre Morgen Togr. Morg, ou l'Onagre, ainsi qu'il a été nommé par les commentateurs taquins, est un monstre de destruction.
Sa grosse tête, au crâne rasé et au croc proéminent, lui donne un air terrifiant. Mais en dehors du terrain, il est doux comme un agneau et les enfants l'adorent. Grâce à ses diverses campagnes publicitaires, il a permis de diminuer de 25% les accidents de la route et il est sans conteste le plus grand vendeur de papier toilette de l'histoire. En revanche, sur le terrain, l'accident à redouter c'est morgue et ses victimes pourraient remplir la rubrique des chiens écrasés d'un quotidien. Ces tactiques sont aussi simples qu'efficaces et consistent à piétiner les joueurs adverses pour aller marquer, à taper sur tout ce qui passe à sa portée, ou encore à mettre les ballons dans les mains d'un de ses équipiers gobelins avant de le lancer dans la zone d'en but. Les biographes ne sont pas certains des origines de Morgue. On raconte qu'il se présenta un jour à une session d'entraînement et qu'il signa le contrat qu'on lui avait mis sous le nez. Quoi qu'il en soit, il s'est naturellement adapté au style de jeu des Chaos All-Stars, en se montrant à la fois rusé et cruel, tout en jouissant d'un physique brutal et repoussant. Morgue a fait toujours preuve de réserve à propos de sa vie privée auprès des reporters sportifs, allant jusqu'à démontrer à quel point il pouvait se révéler timide avec les plus insistants d'entre eux. Il est à noter que Morgue est le seul joueur de l'histoire à avoir rejoint le mémorial du Blood Bowl avant même de prendre sa retraite. Comment parler de joueurs vedettes du Blood Bowl sans parler de Griff Oberwald, cet humain d'1m88 pour 84 kg, 65 touchdowns après réception, 96 touchdowns en course, 69 tués et blessés graves. 9 titres de meilleur joueur, médaille Bloodweather du meilleur espoir de 1484, joueur de l'année de 1487 de l'AFC, médaille de Blood Bowl en 2485, 2487 et 2491. Ce n'est pas souvent que le coach des Recland Rivers, Harry Zwimmer, complimente un être humain. Pourtant, on raconte que la première fois qu'il vit le jeune Griff Oberwald jouer, il déclara laconiquement « Ce grand garçon est presque au-dessus de la moyenne ». Une telle louange ne fut que la première d'une longue série vouée au jeune homme originaire de Streysen, qui a depuis été nommé le divin Griff. Bon sang, quel joueur! Et le plus grand don fait à notre profession depuis que Morgan Torg arracha sa première tête de gobelin lors de la Chaos Cup. Oberwald attira l'attention des fans des Ravers lors de son premier match à la fin de l'année de 1483, au cours duquel ses tacles féroces lui valurent une collection de 3 oreilles et un nez, ainsi qu'une suspension pour les 2 matchs suivants. Sans se laisser abattre par ce contretemps mineur, Griff se taillait une place d'honneur au sein des Rivers, tout en étant en compétition permanente avec son cousin germain et capitaine d'équipe, Orlak Stromdrang. Une excellente seconde saison avec les Recland lui valut la médaille du meilleur espoir, et se termina en apothéose lorsqu'il marqua le touchdown décisif contre les Darkside Cowboys au cours de cette déroute monumentale que fut le Blood Bowl 25. Oberwald est le parangon de la star de Blood Bowl. Il est grand, racé et musclé, doté d'une agilité et d'une coordination qui font passer les autres joueurs pour des brutes pataudes. Instantanément reconnaissable à son maillot immaculé, en dehors du sang de ses adversaires, même sur un terrain détrempé par la pluie, il n'est pas étonnant que les filles se mettent à crier hystériquement dès qu'il a le ballon en main. Oberwald devient capitaine en début de la saison de 1487 et imprima immédiatement son style à son équipe, la poussant à se dépasser pour obtenir des résultats toujours plus impressionnants. Les Recland Rivers finirent une nouvelle fois l'année en tant que champion de Blood Bowl. Oberwald étant élu pour sa part joueur de l'année de l'AFC. Depuis, il n'a cessé de s'améliorer jusqu'à devenir un des joueurs les plus respectés et les plus craints au monde. Attardons-nous maintenant sur le profil joueur vedette de Mighty Zug. Un âge inconnu, 2,15 m pour 162 kg, 5 touchdowns en course, 266 tués ou blessés graves. 33 titres de meilleur joueur, joueur de l'année des Spamger McCurry en 2482, 2484 et 2485.
trophée du pire tacle de l'année décerné par le comité anti-violence en 2484 et 2487, médaille de Blood Bowl en 2479, 2485 et 2487, médaille des joueurs de Blood Bowl en 2483. Conformément à leur charte, chaque année, on attend de la part des Reckland Rivers qu'ils prennent un jeune orphelin comme apprenti. Cette coutume s'est souvent avérée fructueuse. Ces jeunes enfants ont grandi à la dure, car ils ont été forcés d'apprendre à se défendre dès le jour de leur naissance. Toutefois, lorsqu'on leur présenta en 2468 un gros dadais maladroit appelé simplement Zug, les Rivers crurent à une mauvaise farce. Il était gras, grand et mou, avec le front bas et une cervelle en conséquence. Évidemment, il était aussi très malheureux, et rendit infernale la vie des autres apprentis à cause de son refus d'obéir. Zug fit sa tête de mule pendant des mois, jusqu'à ce que le coach Helmut Zwiger en ait assez et décide de s'occuper de lui personnellement. Zwimmer n'est pas connu pour ses techniques de pédagogie. Pourtant, il parvint à comprendre la détresse de son élève et à le motiver. Peu à peu, un Zug décomplexé et épanoui commença à s'entraîner avec le reste de l'équipe. Tout le monde se rendit compte que Zwimmer avait accompli là un vrai miracle, car ce nouveau Zug fut une révélation. Sa grande carcasse était animée par une agilité inattendue. Zug était devenu une grosse brute qui savait comment donner des baffes. Zug joua son premier match à l'automne 2476 et affirma sa présence sur le terrain en blessant grièvement 8 joueurs des Middenheim dès la première mi-temps. Au fil des ans, il est devenu le chouchou des fans, car ses prestations sont très plaisantes à regarder. Certes, il ne se lance pas dans des actions extravagantes, comme sprinter ou bondir, mais il est passé maître dans l'art de mettre au tapis un adversaire d'un seul revers des gros battoirs qui lui servent de main. Cette technique lui a d'ailleurs permis d'amasser au fil des ans la plus grosse collection de crocs d'orques au monde. Et enfin, nous terminerons le tour des All-Stars pour finir par ce joueur vedette qu'est Varag Gulchuyer. Âgé de 30 ans, 1m76 pour 98 kg, 104 blitz et 402 passes réussies, 51 touchdowns et 299 victimes. Il a été élu l'orque de l'année du magazine Orkworld, joueur de l'année 2485 de l'AFC, médaille de vainqueur de la Chaos Cup de 2477, 2482 et 2483, médaille du Blood Bowl de l'année 2478. Les stars de Blood Bowl sont aussi nombreuses que variées. Certains fans idolâtrent les joueurs parce qu'ils sont beaux, forts ou charismatiques. D'autres apprécient la finesse de jeu et la tactique. Mais tout le monde adore le style du vénérable capitaine des Gugodai, Varag Gulchuyer. Son esprit brillant pour un orc et ses accès de violence ont fait de lui une des vedettes préférées du public. Varag était à l'origine contremaître dans les mines de Wolfegg, dans la partie orientale de la Drakvald, mais il fut capturé par des esclavagistes de la tribu des Gugodai en 2471. L'année suivante, il fut repéré par le coach de leur équipe de Blood Bowl, le célèbre Gort Severlimb, alors qu'il envoyait à la morgue un autre de ses geôliers. Comprenant l'avantage qu'il aurait à employer un capitaine capable de prendre les décisions, même rudimentaires, Severlimb prit le temps de placer Varag, alors inexpérimenté, à la tête de son équipe en 2474. De toute façon, l'essentiel des membres de l'équipe avait été massacré par Axeface Mangelson des Vanheim Valkyries l'année précédente. Gulchuyer se révéla naturellement doué, et en dépit de quelques incidents, à cause de punitions trop drastiques qu'il infligea pour insubordination, il est resté à la tête de l'équipe et l'a menée jusqu'au sommet. Il a connu son heure de gloire il y a quelques années, lorsqu'il a mené son équipe de bleus jusqu'à la victoire d'une seconde Chaos Cup. Depuis, il n'a cessé d'entraîner ses gars, avec pour objectif de remporter le championnat du Blood Bowl. Et, pour finir en beauté sur cette rétrospective du Blood Bowl, qui est un sport aussi brutal que magnifique, nous conclurons sur cette citation. « Je suis peut-être pas le plus fort, ni le plus rapide, mais tu sais quoi ? J'ai une tronçonneuse. »